Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de où s'est joué le Vendée Globe. On va redérouler tout le Vendée Globe sur la cartographie et on va voir les points où s'est joué le Vendée Globe. Je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne, ça m'aide énormément. Et si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Du coup, on commence tout de suite avec le départ, le 10 novembre 2024. Et on commence du coup à redérouler le fil de ce Vendée Globe avec un départ, on se rappelle, le 10 novembre, dans des airs très petits, pas beaucoup de vent, et directement une bataille de manœuvre, avec des empannages, et aussitôt, quasiment, même directement, un Charlie Dalin qui montre les crocs et qui se place en tête. Et à ce moment-là, déjà une première grosse option, Nicolas Luneven qui tente une option par l'ouest, et qui ira battre une première fois le record de distance des 24 heures. Voilà, Nicolas Luneven qui tente une option bien à l'ouest. Et qui lui a permis de quand même de bien revenir. Et là sinon on voit cette bataille d'empannage le long du Portugal. Avec déjà en tête, on retrouvait déjà les deux protagonistes de ce Vendée Globe. Johan Richomme et Charlie Dalin. Déjà à l'avant. Et un très beau début de course de Sam Goodchild. Qui montrait tout le bien que je pensais déjà de lui. Et on voit Nicolas Luneven du coup qui était revenu et qui avait du coup battu le record des 24 heures. Là on arrivait dans une première zone où ça s'est joué. Alors, on voit qu'il y avait déjà des écarts, hein. Il y avait déjà des gros écarts. Les conditions étaient vraiment bonnes pour les foilers. Donc on voit que les derniers, donc les bateaux à dérive, c'était déjà compliqué. Malheureusement on avait déjà le premier abandon. Je le cherche. Mais à savoir... Alors, normalement on doit le voir quelque part. Mais à savoir Maxime Sorel. Alors qu'on voit ici qui était au ralenti. Et qui avait cassé son rail de grand voile. Qui s'était blessé. Et qui du coup malheureusement se dirigeait déjà vers le premier abandon. C'était le premier abandon de ce Vendée Globe. On le voit, voilà, se diriger vers Madère et après, par la suite, il a abandonné. On va dézoomer parce que derrière, on voit un autre bateau en difficulté. Des chareurs de grand voile pour Zabok Rose. Et qui, on verra. C'est pas ça qui l'a fait abandonner puisqu'il s'est battu jusqu'au bout pour réparer ça. Et c'est pas ça qui l'aura fait abandonner. Mais malheureusement, s'il avait continué, il aurait sûrement fini hors temps. Vu que Denis a terminé hors temps. Enfin, quoique là, peut-être rattraper Denis. Et là, on voit ce premier passage stratégique avec Conrad Coleman et Jean Le Cam qui passent à l'est, qui tentent d'aller à l'est. À ce moment-là, il y a eu un emballement encore. Des gens qui se sont dit, ouah, ça y est, Jean Le Cam va faire le coup du siècle et tout. Non. Et même s'il était passé là, je pense qu'il se serait fait rattraper par la suite. Je pense que même s'il était passé là, je pense qu'il se serait fait attraper par la suite. Mais du coup, grosses options entre du coup des bateaux qui passent à l'est, des bateaux qui tentent de passer au centre, comme Clarisse, enfin un peu plus au centre, et vraiment des bateaux au centre, Benjamin Ferré, Antoine Cornic, Arnaud Boissière, Alan Roura. Et vraiment cette option là, c'était pas la bonne. La plupart des bateaux étaient quand même bien partis dans l'ouest. Et l'option ouest c'était la bonne option quoi. Et donc on voit Zabok Rose qui fait route. On voit l'abandon du coup de Maxime Sorel et Zabok Rose qui fait route vers les Canaries pour essayer de réparer. Et il a réparé. Il avait réparé. Là les options en fait c'était... L'option pour les deux là c'était d'aller chercher un flux ici. Mais par la suite le problème c'est qu'il fallait refaire de l'ouest. C'était pas pratique. Alors que eux, l'idée, c'était vraiment d'aller chercher la bascule. Éviter cette grosse zone de molle. Chercher la bascule et descendre vers le sud. Dans les alizés. On voit là un très beau coup à ce moment-là de Sam Goodchild. Très beau coup de Sam Goodchild qui se faufile dans des petits trous de souris. Alors que derrière, ça lutte pas mal. On voit que Charlie est un peu largué à ce moment-là. Je me suis dit, oula.
Mais bon, on était que dans la descente de l'Atlantique. Voilà, rezone de molle. Donc là, on voit du coup l'option. À ce moment-là, il y en a qui disent vraiment l'option. En fait, l'option de Jean Le Cam, elle est très bonne. Mais en fait, non, parce que là, ils chopent. Ils vont choper assez rapidement le vent. Et on voit que derrière, c'est revenu. Hein. Voilà. Alors, du coup, ça repart par devant. Normal. Plus quand t'es devant, tu tamponnes en premier. Donc, c'est pas terrible. Mais par contre, tu touches normalement le vent entier en premier. Donc, tu reprends de l'avance, normalement. Donc on voit que tous ceux qui avaient pris l'option au centre, là, bah, c'était pas la bonne option. Hein. Alan Roura, il est du coup très loin. Comme Giancarlo Pedotto. C'était vraiment un Vendée Globe où il fallait partir vite. Et malheureusement, certains ont été un peu trop lents au départ. Et du coup, bah, après, on n'a pas pu jouer la gagne, quoi. On n'a pas pu jouer la gagne. Il fallait vraiment être dans le coup dès le départ, quoi. Et donc on voit que l'option de Jean Le Cam, finalement, était vraiment pas bonne. Elle lui a vraiment pas permis de revenir. Et voilà, en plus, voilà, trop à l'aise. Donc, du coup, complètement arrêté dans le poteau noir. Et on voit le beau coup stratégique de Thomas Ruyant qui s'empare de la tête à ce moment-là. Mais les poursuivants sont pas très très loin. Et on voit le groupe qui est en train de se reformer. Donc là, l'attaque de l'Alizé. À ce moment-là, bah, en fait, le groupe qui est à l'ouest et à l'est est un petit peu mieux placé que le groupe de l'est, de l'ouest. L'est est un peu mieux que l'ouest puisqu'ils ont un vent un peu plus débridé. Et on voit un Charlie Dalin on fire qui remonte pleine balle sur le reste de la flotte et qui du coup se rempart de la tête. Ici, on a Xavier Kouros qui est reparti après avoir réparé sa grand voile. Mais ouais, Charlie, la remontée qu'il a fait à ce moment-là, elle était folle. Elle était complètement folle. Et d'ailleurs, on voit que voilà, déjà là, le Vendée Globe, c'était déjà joué pour une grosse partie de la flotte. À ce moment-là, il fallait pas être largué. Et on voit que tout ça, c'est déjà bien largué. Alors après, là-dedans, c'est plutôt des bateaux à dérive. Il y avait juste Arnaud et Alan en bateau à foil. Bon, et Jin Kungzu, mais Jin Kungzu, son bateau est un peu spécial. Mais Louis Burton avait réparé, du coup, sa fissure à ce moment-là. Donc, c'était franchement beau ce qu'il avait fait. Enfin, c'était génial. Et là, deuxième moment où le Vendée Globe se joue. Une bonne dépression descend vers les 40e. Et là, du coup, il fallait être dedans. Si t'étais un peu en retard, si t'étais un petit peu à l'arrière, c'était mal barré. On voit que beaucoup de gens arrivent à prendre la route vers le sud-est. Mais vous allez voir que bah, malheureusement pour ceux de derrière, ça va décrocher au fur et à mesure. Plus t'étais devant, mieux c'était. Et on voit la scission se faire. Voilà. On voit des bateaux qui ralentissent. Là, ça avance beaucoup moins bien. 13 nœuds 2. Alors qu'à l'avant, ils sont à 20 nœuds encore. Hein. À 23 nœuds pour Charlie. On voit qu'à ce moment-là, voilà, c'est la scission. Benjamin essaye de s'accrocher, mais c'est chaud. Et même Samantha, tout ça, ça commence à décrocher. Ça tient à peu près jusqu'à Yannick Bestaven et encore. Et là, c'est vraiment le deuxième endroit où le Vendée Globe s'est joué. Le premier endroit, c'était l'Atlantique Nord où il a fallu prendre une bonne option. L'option ouest. Et là, c'est ici où, bah, en plus, si t'avais pas pris la bonne option, t'étais un peu derrière. Et si t'étais un peu derrière, bah, c'était mort. Voilà. Et là, on voit du coup la scission encore se faire. On voit encore des bateaux se faire larguer. À savoir Sam Goodchild. À savoir Yannick Bestaven. Et Paul Meyer. La dépression devient un peu moins favorable. Donc là, il faut commencer à tirer des bords. Charlie toujours en tête. Et donc là, c'est bataille d'empannage en tête. Charlie réussit son objectif. Hein, être devant au Cap de Bonne-Espérance. C'était l'objectif. Le bateau avait été construit pour ça. Et donc, il a réussi cet objectif d'arriver au Cap de Bonne-Espérance en tête. Derrière, on voit que bah, ça prend une autre dépression. Donc, ça arrive quand même. Et Xavier Kouros qui est très loin, mais qui malheureusement va devoir, comme vous le savez, abandonner dans cette zone-là suite à un problème de haubans.
Et donc là, on va arriver bientôt au troisième endroit où le Vendée Globe s'est joué. Donc on voit que là, déjà, il y a déjà des écarts de folie. Hein. Il y a vraiment des écarts de folie déjà. Là, entre le premier... Et c'est là que ça se joue. On va en parler. Entre le premier... Donc qui à ce moment-là et Charlie Dalin. Et le dernier, du coup, à ce moment-là, Xaboc Rose. Il y a déjà 44 000. Alors, Xaboc Rose s'est arrêté. A fait un mouillage. Mais Jin Kungzu, 2841 000. C'est quand même assez phénoménal. Et donc, on arrive au troisième point, comme je disais. Troisième point où c'est joué le Vendée Globe. C'est ici. On voit des bateaux qui montent vers le nord pour éviter une grosse dépression. On voit Johan Richomme qui lui aussi monte plein nord en mode il y a une grosse dépression, je veux pas me mettre dedans, c'est trop chaud. Et on voit du coup Charlie et Sébastien qui restent au sud et qui eux font en fait le pari de rester à l'avant de la dépression. Et si ça marche, bah c'est un banger quoi. Donc voilà, l'arrivée des Kargen, on voit la dépression grossir. Et là on se dit, oh mamma mia, s'ils se font avoir, si la moindre casse, c'est fini quoi. La moindre casse, c'était fini. On voit Charlie qui bombarde. Sébastien un tout petit peu derrière qui a plus de mal. Mais Charlie qui bombarde comme c'est pas permis. Et là, en ce moment-là, on se dit, ouais, c'est bon, c'est un duel entre Charlie et Sébastien, voire Charlie tout seul devant, quoi. Charlie qui arrive à rester devant, Sébastien, c'est un peu chaud. Et malheureusement, par la suite, Sébastien cassera son foil. Et du coup, n'a pas pu continuer à se battre. Mais il a quand même terminé, hein. On le sait. On voit Louis Burton qui abandonne, malheureusement. Suite à un problème d'été, si je me rappelle bien. Après tous les problèmes qu'il avait eu, malheureusement, voilà, il a pas pu terminer. Et on voit Charlie, du coup, à ce moment-là, qui a une belle avance. Mais malheureusement pour lui, la méthode ne lui permettra pas de continuer avec cette avance. On voit un Johan Richomme on fire à partir de ce moment-là, qui dit non, mais il faut pas que je me laisse avoir comme ça. Et qui va remonter l'un après l'autre. Les deux premiers du coup. Et on voit que derrière, voilà, les écarts là sont phénoménales quoi. On retrouve le petit groupe avec Denis, avec Jin Kungzu. Jin Kungzu qui va faire un très beau coup aussi là, on va en parler. Et Manuel Cousin. On voit que l'écart c'est quand même déjà 4000, 13 000. Bon, après Xaboc Rose, on sait qu'il va abandonner, donc on va arrêter d'en parler. Mais voilà, à partir de ce moment-là, c'est par là qu'il a dû casser son... Je crois que c'est son pas au banc, je crois. Et du coup, c'est là où il a abandonné malheureusement. Donc on va arrêter d'en parler et on va se concentrer sur, du coup, ce reste de flotte. Parce que dans cette flotte-là, c'est ça qui est exceptionnel, c'est de se dire que, bah, de mémoire, il n'y a que deux bateaux, dans toute cette flotte-là, il n'y a que deux bateaux qui n'ont pas fini. Ici, Arnaud Boissière et Maître Coq. Donc Yannick Bestaven. C'est les deux seuls bateaux qui n'ont pas fini. Donc on voit Charlie qui se fait reprendre au fur et à mesure. Malheureusement, c'est un peu compliqué avec la météo. Et en plus, à partir de ce moment, c'est dans cette zone-là aussi où il a eu des problèmes de voile. Il y a une voile qui s'est déchirée. Donc il a passé beaucoup de temps à réparer cette voile. Et bah, Johan en a profité pour revenir. Hein. Et donc à ce moment-là, on se dit, ouais, c'est une bataille à 3. Parce que malgré son avarie de foil, Sébastien a l'air de bien s'en sortir. Malgré son foil pété. On voit que Sébastien, quand il est sur le bon bord, il s'en sort plutôt bien. Malheureusement, dès qu'il est sur le mauvais bord. Et là, voilà, la scission s'est vraiment faite. La scission s'est vraiment faite. Le groupe de 3. Avec Sébastien, avec Johan et avec Charlie. Sébastien, heureusement qu'il a réussi à se barrer là. C'est ce qui lui a permis de gagner sa 3ème place. Sinon, s'il avait été là, c'était mort pour lui. Parce que là, il y avait des morts de faim là-dedans. Et là, on va voir aussi dans ce groupe-là, on va voir un moment où ça va se jouer. On voit que le groupe s'est formé. Et malheureusement, par la suite, Sébastien, on va voir qu'il se fait larguer. À un moment où il y a des empannages
Du coup, lui, quand il passe sur le mauvais foil, ça va pas. Donc, il se fait totalement larguer et on se retrouve avec la bataille à 2. Et ici, malheureusement pour une skipper que j'apprécie énormément, à savoir Clarisse, elle va avoir un problème. Elle va avoir un problème et du coup, elle se fait larguer par Justine Métro. Là, fallait rester dans ce front. Fallait absolument rester dans ce front. Et malheureusement pour elle, elle a eu un problème de hook, si je me rappelle bien. Et du coup, elle a dû réparer. Et comme vous allez pouvoir le voir, et en fait, il fallait vraiment qu'elle trace, quoi. Et c'était pas facile parce qu'il y avait vraiment de la mer et tout. Et comme vous allez pouvoir le voir, voilà, elle se fait larguer. Alors que Justine arrive à tenir. Tout comme Samantha. Samantha, elle a aussi un problème, elle tient pas. Et donc Justine Métro tient le groupe de devant. Par contre, Samantha et Clarisse, elles peuvent pas tenir. Et donc elles vont se faire larguer totalement par le groupe de devant. Ce qui fait que les anti-Clarisse sont... Oui, il y a des anti-Clarisse, il y a des gens qui détestent Clarisse. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle est adorable. Mais il y a des gens qui détestent Clarisse. Là, on voit Xavok qui va abandonner. Il y a des gens qui détestent Clarisse, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'elle leur a fait. Mais on va voir que malheureusement pour Clarisse, là, ça va devenir compliqué. Et bah à ce moment-là, les gens ont dit ouais, bah regardez, Justine Métro elle est devant. Ouais, sauf que bon, Clarisse a eu un mauvais pépin au mauvais moment, quoi. Enfin, il n'y a pas de bon endroit pour avoir des pépins techniques, mais voilà. Et donc on voit et en plus par la suite, la double sanction, c'est qu'elle se fait distancer. Et derrière, ils font du prêt dans les mers du Sud au niveau de la Nouvelle-Zélande. Si on s'arrête là. On a du prêt. C'est du prêt au niveau de la Nouvelle-Zélande, quoi. Dans les mers du Sud. C'est assez dingo, quoi. Mais c'est pareil pour Benjamin Dutroux qui, du coup, lui revient aussi sur le groupe. Et on sait que ça va finir en trio aussi. Romain Athanasio, pareil. Damien Seguin à la limite. Ah non, j'avais oublié Piper, pardon. Bateau qui a pas fini, oui, Piper. Piper, du coup, qui démate ici. J'allais l'oublier, Piper, la pauvre. Piper qui abandonne ici. Vraiment, ça m'avait fendu le cœur. L'abandon de Piper, ça m'avait fendu le cœur parce que la veille, elle souriait, elle était heureuse. Et là, dématage, punaise, j'avais les boules, quoi. Et malheureusement, on savait pas à ce moment-là, mais ça allait pas être le seul dématage. Il allait y avoir deux dématages sur ce Vendée Globe, malheureusement. Et donc, on voit le groupe de l'arrière. Et je vous parlais de l'option de Jin Kung-Ju. Vous voyez, Jin Kung-Ju a fait le passage au sud. Alors que eux sont restés au nord et ça lui a permis de passer devant. Alors qu'avant, il était derrière. Et là, ça lui a permis de passer devant. C'était une belle option de Jin Kung-Ju, par contre. C'était une très belle option. Et là, à ce moment-là, on va bientôt avoir la bataille. Là, vous voyez qu'on a encore Benjamin Ferré, pardon, un peu devant. Mais assez rapidement, on va avoir la bataille entre un certain Tanguy Le Turquet et un certain Benjamin Ferré. La bataille des éclopés. Alors là, Tanguy avait déjà cassé des pièces dans le bateau. Il y avait déjà de la casse. Et là, je me disais, oh punaise, comment il va terminer son Vendée Globe? Et ben en fait, il l'a terminé. Mais oh là, waouh. Les grands malades, ils s'envoyaient tellement fort dans les mers du Sud que je me disais, mais jamais ils vont finir. Ah bah si, ils l'ont fini. Donc on voit à l'avant que c'est... Voilà. Là à l'avant, on voit que le Vendée Globe est en train de se jouer pour les 2 premières places. Malheureusement pour Sébastien, ça tient plus. Il peut pas tenir avec son foil en moins. Et devant, bah, les deux sont à fond, donc il se fait distancer. Heureusement pour lui, il avait beaucoup d'avance sur les bateaux de derrière, donc du coup il a pu tenir quand même. Et donc on voit que à ce moment-là, Tanguy est revenu sur Benjamin grâce à un passage à niveau ici. Il n'y avait pas de vent, donc Benjamin s'est arrêté. Et Tanguy est revenu. Par contre, à ce moment-là, on se dit que la bataille des bateaux à dérive, bah, c'est sûrement Jean Le Cam qui peut la gagner, puisque Jean Le Cam avait réussi à prendre une belle avance. Vous allez voir que l'avance va encore s'accentuer en plus. Mais par la suite, le Vendée Globe n'a pas été tendre avec Jean. On voit l'approche du Cap Horn en ligne droite pour les 2 premiers. Et du coup, le trio qui s'est transformé en duo, Sébastien Simon qui ne peut qu'assister de loin à ça. Et le passage du Cap Horn, quasiment à vue l'un de l'autre, hein, même à vue.
C'est-à-dire que Charlie voyait Johan Richomme devant lui, au loin. Donc Charlie qui n'a pas passé le cap en tête. Mais Johan a quand même dit qu'à ce moment-là, quand il savait que Charlie avait 14 000 de retard, et il le voyait, hein, du coup il le voyait. Ah, il s'est quand même dit que lui, Johan qui avait un bateau typé mer du Sud, et Charlie qui lui avait un bateau typé Atlantique, ça allait être sûrement compliqué. Puis Charlie a un côté un petit peu filou. Et la moindre ouverture qu'il va pouvoir trouver, il va la faire quoi. Et on va voir que bah, c'est ce qui s'est passé. On peut encore avancer un petit peu. Donc là le trou s'est fait entre les deux premiers. Enfin, entre les deux premiers et le troisième. On voit que derrière, les premiers sont revenus en Atlantique. Le dernier, donc Denis, est en train d'arriver au Cap Lewin. Donc vous voyez l'écart abyssal. À ce moment-là, malheureusement, on va avoir l'avarie pour Yannick Bestaven qui va péter son système de barre et qui du coup va être en grande difficulté. Et en plus, à ce moment-là, ce qu'il savait pas, c'est qu'il avait sûrement tapé quelque chose et que du coup, son fond de coque est en, enfin, l'arrière de sa coque est en train de se délaminer. Et on voit déjà la bataille là entre les deux. À ce moment-là, moi je me dis, il y a quand même des moments où l'écart monte à une centaine de milles. Je me dis, pas bon ça, c'est pas terrible. Mais parce que oui, voilà, je vais être très honnête, hein, j'étais pour Charlie quoi. Pour ceux qui ne savaient pas, j'étais pour Charlie à fond. Voilà, parce que ça fait 10 ans que je suis Charlie, donc voilà. Donc là, on va quand même essayer de regarder un petit peu la bataille en tête. À ce moment-là, Charlie 35 000 derrière. Là, à ce moment-là, je me dis vraiment, Johan, il est très 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 fort. Vraiment, vraiment là, j'ai l'impression qu'il... Potentiellement, il est imbattable. Potentiellement, à ce moment-là, je me suis dit, potentiellement, il est imbattable. On voit un petit peu... Ici, et c'est là où ça va jouer, donc on va aller zoomer. Mince. On va aller zoomer sur les bateaux de tête. Parce que de toute façon, derrière, c'est juste de la bataille. On voit, juste ici, on peut parler de Samantha qui a tenté une option nord pour éviter le plus gros d'une dépression. Alors que Clarisse et du coup Benjamin Ferry qui a réussi à revenir. Dans le paquet. Au prix d'un... Il a bien charbonné quand même. Hein. Il a bien charbonné Benjamin pour revenir. Mais du coup qui est revenu dans le paquet avec Clarisse. Mais qui lui a passé au sud aussi. Et derrière on a Romain Attanasio. Et Damien Seguin. Et derrière on retrouve tous les petits groupes. Mais là il n'y a pas de grosse bataille quoi derrière. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de gros coups stratégiques. Et c'est surtout à l'avant. C'est surtout à l'avant où ça va se jouer. Il y a une autre bataille qui va se jouer plus tard, mais c'est surtout à l'avant que ça va se jouer. Mince, j'ai pas cliqué sur le bon moment. Donc là, il y a un petit décalage. On peut se dire, c'est rien ce petit décalage. Vous voyez, on peut se dire vraiment, c'est pas grand chose ce petit décalage. Et bah pourtant, ce tout petit décalage là. Voilà. Voilà comment on a un petit décalage. On va se le rejouer quand même parce que c'est vraiment... C'est pas grand chose. Il y avait vraiment rien entre les deux quoi. Il y avait vraiment rien entre les deux. Et on voit Charlie qui se décale un tout petit peu. Ça me rappelle vraiment la Trans-Jacques Vabre en 2019 où il y avait... c'était Franck... non, c'était Jamie Bayou et Christopher Pratt dans le poteau noir sur Charal. Et Charlie qui arrive derrière, qui voit Jamie Bayou et Christopher Pratt arrêtés dans le poteau noir, qui s'écarte un petit peu, qui passe à côté, qui leur colle 200 000. Je crois, c'est un truc comme ça. 200 000, je crois. Ça m'a vraiment rappelé ça. Là, il y a Johan qui est arrêté. Enfin, qui est moins rapide. Charlie se décale un tout petit peu. Regardez, Charlie il a un tout petit décalage. Hein. Vraiment, c'est rien du tout. Si on prend la règle, normalement, il y a une règle, oui.
Il y a 13 000. 13 000 d'écart. C'est rien. 13 000 à l'échelle, c'est rien. Regardez ce petit 13 000. Ce petit 13 000, voilà. Charlie passe un tout petit peu à l'extérieur. Tout petit peu à l'extérieur de la flotte. Enfin, de Yuan. Et c'est bon, et ça passe. Il s'empare de la tête et après, bah, c'est lui qui devient le chassé et c'est lui qui gère en fait. C'est à lui de gérer quoi. Et faut défendre. Faut défendre littéralement sa place quoi. Derrière, on voit le groupe ici qui a passé le Cap Horn. On n'a pas regardé le passage du Cap Horn, mais avec des petites options. On retrouve Justine Métro et Paul Meillat qui tente une option plus à l'ouest, oui. Et eux plus à l'est. Donc on va se remettre du coup sur Jean Le Cam qui est à peu près en milieu de flotte, on va dire. C'est un peu le prochain gros truc qui s'est joué. Et donc voilà, on voit à l'avant hein, Charlie maintenant qui gère, qui vient chercher l'est pour pouvoir remonter. Et voilà, et Charlie qui se place toujours un petit peu entre l'arrivée et Yuan pour l'empêcher de passer. Passage du Cap Horn pour Jean Le Cam et aussi pour le petit groupe là. On voit que malheureusement l'option n'a pas très bien marché pour Justine Métro, qui a pas réussi à passer sur le groupe. Mais malheureusement pour certains dans ce groupe là, il va y avoir des gros avaries. D'ailleurs on n'a pas parlé de l'abandon de Yang Bessen. Et tout à l'heure j'ai dit, attendez j'ai dit une connerie tout à l'heure. J'ai dit que il y avait que 2 bateaux. Non en fait il y en avait 4. Puisque on va avoir aussi malheureusement Eric Bellion qui va terminer hors course. Pareil suite à un problème d'été. Et donc là on voit des options déjà ici. Ça a souvent joué ces options là. Option ouest, option est. Donc des options est ici, option ouest ici. Donc des personnes, des skippers qui ont tenté de plutôt couper au plus court on va dire, vers le nord. Et d'autres qui ont tenté d'aller chercher les vents, la bascule dans l'est. Alors, on voyait Clarisse et tout ça revenir derrière. Malheureusement, ça n'a pas suffi à recoller totalement au paquet. Malheureusement pour eux, ça n'a pas suffi à recoller totalement au paquet. Et à ce moment-là, malheureusement, on va parler aussi de ça. Malheureusement, à ce moment-là, il y a des grosses avaries. On a Thomas Ruyant qui explose son J2, si je me rappelle bien. Paul Meillat qui pète qui pète un de ses étés, je crois. Donc des grosses avaries. Là dans le groupe des 3 on a une grosse option entre Benjamin qui prend à l'est et Clarisse et Samantha qui tentent de passer à l'ouest. Profiter d'une petite dépression. Normalement ça marche pas très bien. Et là on a des options. On voit Jean Le Cam et Alan Aurora qui partent totalement dans l'est directement. Et on va voir que ça va leur coûter assez cher. Après Jean Le Cam c'est pas la seule chose qui lui a coûté cher mais... Au nord, dans les dépressions, enfin, dans l'hémisphère nord, on a Charlie qui a réussi à prendre une belle avance. Sur Yuan, 196 000 d'avance. Et en plus, Yuan qui a eu une avarie par la suite. Qui a eu une avarie de voile par la suite. Donc, du coup, compliqué. Et voilà, là on voit vraiment les grosses options. Et là surtout on voit le truc. Donc là en tête, Charlie qui chope les dépressions. On voit le petit décalage, et voilà, ce petit décalage m'a fait vraiment peur jusqu'au bout. Les gens commençaient déjà à dire ouais Charlie va gagner machin. Moi j'étais en mode petit décalage là, le petit décalage me faisait peur. Parce qu'en fait Yuan avait toujours un peu plus de vent que Charlie. Et mais c'est par là que Yuan a eu son avarie. Bah c'est là, je crois que c'est là. C'est là où Yuan a eu son avarie donc... Ça a un petit peu sauvé Charlie, mais... Ouais, voilà, moins 22 000. Mais c'était chaud. J'avais un petit peu peur de cette option, quand même. J'avais un petit peu peur de cette option.
On voit Sébastien qui lui a été cherché totalement à l'ouest. Mais de toute façon il savait qu'il allait pas pouvoir revenir. Et là on voit que malheureusement pour eux l'option est n'a pas très bien marché. Et là à ce moment là je me suis dit, Benjamin il va se faire avoir par Samantha et par Clarisse. Mais malheureusement pour elle et heureusement pour lui on va dire, c'est pas ce qui s'est passé. Là on voit du coup Jean et Alan totalement arrêtés. Pareil pour Damien Seguin. Et Jean en plus va avoir un problème. Ah attendez, faut que je me remette dans le paquet. Jean va avoir un problème. On va dézoomer pour voir un petit peu. Voir un petit peu plus la flotte. Jean va avoir un problème. Et c'est là que le Vendée Globe pour les bateaux à dive c'est joué. Parce que au nord on voit que ça c'est joué. Hein. C'est joué à ce moment-là, c'est joué. Charlie est devant. C'est calé devant. Johan est dans l'axe. Dans l'axe à l'arrière. Donc c'est mort. Voilà, hein, littéralement là à ce moment-là c'est mort. À ce moment-là je commence à vraiment me dire ouais bon, ça commence à sentir bon. Ça commence à sentir bon. Sauf avarie de Charlie, ça commence à sentir bon. Sébastien en 3ème position, bien calé. Et là on voit que le groupe s'est bien éclaté. On voit malheureusement que Thomas Ruyant souffre avec son problème de voile d'avant. Et que derrière c'est un peu plus loin quoi. Et ça le groupe s'est bien éclaté. Et pareil pour Biotherm, Palmeia qui était pareil un peu en difficulté. Et par contre Benjamin Dutroux qui lui on voit à ce moment là je me dis ouais Benjamin devrait bien s'en sortir parce qu'il va directement choper le bon angle et il devrait pouvoir passer devant Clarisse et Samantha. Et là surtout ce qu'on voit c'est la remontée de Benjamin Ferré et de Tanguy Le Turquet. La remontée du coup sur Jean Le Cam. Et c'est là où s'est joué du coup le classement de bateau à dérive. On voit malheureusement du coup un bateau en transparence, c'est Yannick Bessen, on n'en a pas parlé mais voilà il a abandonné au Cap Horn suite à son délaminage de coque et à son problème de barre. Et malheureusement un bateau qu'on voit abandonner là c'est Eric Bellion sur problème d'été. Et voilà, on voit du coup la suite. Donc, l'option, là on voit que Jean Le Cam en grande difficulté avec un problème d'étai aussi. J'ai vu l'étai réparé au Sable d'Olonne, vous verrez ça dans la vidéo. Non, je crois que dans la vidéo sur l'état des bateaux, vous l'avez vu. Donc normalement vous avez vu l'état de l'étai. Normalement je crois que je l'ai filmé. Et là Tanguy et Benjamin Ferré qui reviennent du coup. Sur Jean. Et à ce moment-là, le Vendée Globe des bateaux à dérive n'est pas joué. Le Vendée Globe des bateaux à dérive n'est pas joué. Et dans l'émissaire nord, on a l'arrivée dans le golfe de Gascogne de Charlie Dalin. Et à ce moment-là, le Vendée Globe est joué pour la tête de course. Et donc voilà, Charlie qui tire des bords. Le long des côtes, qui est très attentif, qui se refuse à y croire jusqu'au bout, qui dit non, il faut que je m'enlève ça de la tête, faut pas que je pense à la victoire. Je vais jusqu'au bout et on verra une fois la ligne passée. Et on voit le passage de ligne, la délivrance quoi. Là, le passage là où il vit maintenant, même s'il est né là, mais là où il vit maintenant. Et avec le survol de la marine nationale et tout, dans lequel il a pu faire un vol plus tard. Pour aller voir Violette. Et Johan Richaume derrière. Et donc voilà. Voilà, l'arrivée du vainqueur, Charlie Dalin, du coup, qui a gagné en 64 jours, 19h, 22 minutes et 49 secondes. Quasiment 10 jours d'avance sur le record de l'épreuve. Même si c'est pas un record cette course. C'est une course, c'est pas un record. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et là du coup on voit les options qui se jouent
Donc après, il y a un Hachim qui arrive deuxième. On voit les options qui se jouent. On voit que les mecs à l'est sont pas bien. On voit que au nord, entre Benjamin Dutreux et Clarisse et Samantha, bah, ça a fini kiff-kiff. Et là, on voit malheureusement, pour eux, là, ils se sont fait un peu larguer par le petit groupe de 4, là, emmené par Jamie Bayou, Paul Meillat et Sam Goodchild. Bon, malheureusement, pour Jérémy, c'était un Vendée Globe compliqué, quoi. En fait, il s'est fait distancer. Il a pas été assez rapide dès le départ, en fait. Vraiment, c'était un Vendée Globe, il fallait être rapide dès le départ. Et malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Et donc on voit la grosse option ici entre les bateaux ici. Et c'est ce qui permet en partie au groupe, enfin à Tanguy et à Benjamin de passer devant Jean. Même si voilà, les problèmes d'été de Jean ne l'ont pas aidé. Si Jean n'avait pas eu ces problèmes d'été, il serait resté devant. Mais voilà, et là on voit que l'écart en plus continue à grandir. Et donc la bataille pour les bateaux à dérive se joue entre Benjamin et Tanguy. Et ça s'est joué jusqu'au bout. Hein. C'était vraiment chaud jusqu'au bout. On va dézoomer puisque les derniers bateaux sont en train de passer le Cap Horn. Les 3 premiers sont arrivés. Là, on voit des petites batailles d'empannage. Là, on va réavoir des avaries, malheureusement. Dans cette zone-là, on va réavoir des avaries. Thomas, du coup, qui est en difficulté. On voit Boris Herman qui s'est fait totalement larguer alors qu'il était dans le groupe. Boris Herman qui est un petit peu, je vais pas dire une déception du Vendée Globe, mais on voit qu'il était un peu en difficulté, quoi. Il a été en difficulté sur ce Vendée Globe. Et là, il a eu un foil pété, donc ça n'a pas aidé. Malheureusement, on va avoir une autre avarie. C'est l'avarie de Sam Goodchild qui a pété sa grand voile, qui a déchiré sa grand voile. Donc déchireur de grand voile, donc il se fait larguer. Et on voit la bataille là entre Tanguy et Benjamin qui s'échangent tout le temps leur position. On voit Eric Bellion là qui remonte. Et voilà, les arrivées assez serrées. Voilà, les arrivées assez serrées là. Donc on peut regarder. Donc du coup, Jérémy Bayou en 4ème position. Paul Meillat en 5ème position. Nicolas Hunven 6ème. Thomas Ruillant 7ème. Donc voilà, Thomas qui allait rentrer au port à ce moment-là. Donc Nicolas Hunven voilà, qui avait passé la ligne mais là qui est en train de faire des ronds pour pouvoir rentrer. Et donc du coup après Justine Métro et Sam Goodchild du coup qui avait pu réparer sa grand voile mais bon malheureusement voilà hein, quand tu as des navires à ce moment là t'as pas le temps de revenir derrière quoi. Et donc la bataille des bateaux à dérive à ce moment là c'est assez fou. On va regarder un petit peu, à ce moment là c'est assez fou. Il y a des gros écarts. On a Benjamin qui tente une route à l'est, Tanguy qui tente une route à l'ouest. Ils se battent comme des chiffonniers. C'est l'effet élastique quoi. C'est l'effet élastique. Benjamin reprend un peu d'avance, Tanguy revient, puis ça reprend un peu d'avance, puis il revient. Enfin c'était que ça. C'était que ça. Et Tanguy a tenté jusqu'au bout. Hein. Là on voit la bataille à 3 ici. À 2 pardon. La bataille à 2. Alors j'avais pas vu l'arrivée du coup de... L'arrivée très particulière de Benjamin et de Clarisse. Donc Benjamin 10ème et Clarisse 11ème. L'arrivée très particulière, l'arrivée à La Rochelle où j'étais. Vous aurez les images dans 2 semaines. Dans 2 semaines, la vidéo ce sera sur mes images des arrivées. Vous verrez les arrivées en inside et tout, d'ailleurs c'est sympa. Peut-être que je la ferai en 2 parties parce que j'ai beaucoup d'images. J'ai beaucoup d'images. Et donc voilà, là on voit la bataille entre les deux premiers bateaux à dérive. Alors Jean Le Cam, on a l'impression à un moment donné que ça revient, mais pas du tout en fait. Hein. C'est juste une position qui fait que il passe un peu devant, mais
Mais en termes de route, Tanguy et Benjamin sont sont mieux placés, quoi. Et là après c'est bataille de vitesse avec des moments de passe, des bateaux à vue l'un de l'autre. Bataille à vue, rapprochée, enfin c'était nawak. Et là on va zoomer. Alors malheureusement, dernier grand fait de ce Vendée Globe, Arnaud Boissard qui fait route vers les Caraïbes. Le Vendée Rhum comme il l'a appelé. Dématage, deuxième dématage sur ce Vendée Globe, malheureusement. Et on va zoomer sur cette partie-là, parce que là, c'est vraiment les dernières zones où il y a des options, on va dire. C'est les dernières options du Vendée Globe. On va voir, du coup, un Tanguy qui tente de l'esbrouf, un petit peu. Tanguy qui tente... c'est un figaille, ce Tanguy. Hein. Tanguy va tenter de l'esbrouf, tenter un coup en mode... Je vais essayer de déstabiliser Benjamin, on va voir ce que ça va faire. Et donc là, on peut zoomer. Donc on voit que là, Tanguy est un petit peu derrière. Donc Tanguy est un petit peu derrière. Ah non, 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 non. Tanguy est un petit peu derrière. Et surtout, on va voir cette arrivée mémorable. Parce que c'était dingo cette arrivée. C'est une des arrivées... l'arrivée de Jean Le Cam aussi était dingo. Mais cette arrivée là, entre Alan Roura, Benjamin et Tanguy, elle est folle. Benjamin, on se dit à ce moment-là, Alan Roura va rester devant. Parce qu'il a un petit peu d'avance et tout. Là, Tanguy, ça c'est la technique Tanguy. Mince, ah mince, je suis en arrière, mince. On va remettre un peu, non, voilà. Tanguy qui tente un petit peu de déstabiliser Benjamin en plongeant vers le sud. C'est la technique, c'est l'option de la dernière chance en fait, hein. C'est la dernière chance. Benjamin qui rentre dans le jeu de Tanguy, qui empanne et qui part vers le sud. Et en fait, non. Finalement, il dit non. Non, c'est mon option, je vais au nord. Et je pense bien lui en a pris. Je pense bien lui en a pris à Benjamin. Mais Tanguy avait quand même réussi à rentrer un peu dans la tête de Benjamin. Et c'était fort. C'était fort. Et là, l'arrivée mémorable. Là, on se dit, ouais, bah, c'est bon, Alan, il va... Et bah, non. On se dit, Alan va finir devant. Bah, non. Bah, non. Tanguy arrive sur le bon bord directement. Pas besoin de revirer de bord. Alan, lui, est trop au nord. Donc, il a la côte en face. Il est obligé de virer. Il se fait doubler d'abord par Benjamin. Il se fait d'abord doubler par Benjamin, qui est bien placé. Et par Tanguy, qui lui arrive pleine balle du sud. Enfin, pleine balle. Il n'y avait pas beaucoup de vent, mais... Qui arrive bien du sud. Enfin, du sud-ouest. Et qui passe devant. Et Alan, du coup, qui finit derrière les deux. C'était assez dingo comme histoire. Là, on a Isabelle Josque qui arrive. Et on a eu une autre arrivée très serrée. Je crois qu'il y avait 12 minutes ou 16 minutes entre Benjamin et Tanguy. Ça a 12h21, 12h37. Et vous allez voir qu'en fait, là c'était encore moins. Du coup là on a l'arrivée de Isabelle Josque qui avait pété un foil, il faut le rappeler. Elle aussi. Et là on a l'arrivée de Jean Le Cam. Mince, c'est ça que je vais faire. Et Jean Le Cam qui arrive à finir juste devant Conrad Coleman. C'était joué vraiment à rien. On voit un 5h06. 4h53. C'était vraiment de pas grand chose. Et on peut voir du coup la suite. On va regarder le reste. Là il n'y avait plus vraiment d'options. Les bateaux étaient assez écartés à part ici. Ici on a eu une belle remontée de Violette. Qui a fait une très très belle remontée. Bon après Louis Duc a pété une dérive. Bon, c'était la seule chose qui avait pété Louis Duc sur son bateau. Ça se saurait. Mais la belle remontée de Violette s'est bien battue. Mais elle se battait quand même hein, avec Kojiro. Mais Kojiro, on le sait, a réussi à tenir. Et en vrai, heureusement pour lui. En vrai de vrai, heureusement pour lui.
Parce que du coup, il a eu une arrivée dans le chenal de folie. Parce que ça n'a pas été le cas de tout le monde. Et lui, au moins, a eu une couverture de son arrivée. De son passage de ligne. Et donc voilà, on voit l'arrivée. Du coup, Kojiro qui finit 24e. Devant Violette, 25e. Louis Duc, 26e. Et Sébastien Marseille, 27e. Il n'y a pas de gros écarts, hein, là. 91 jours, 8 minutes. 91 jours, 35 minutes, quoi. C'était vraiment assez serré. Et là, 90 jours, 21 heures. Et là, 90 jours, 22 heures. Voilà. Donc, il n'y avait pas des gros écarts. Et bah là, par contre, derrière, il y avait... il n'y avait plus vraiment de match, on va dire, à part si entre les trois là. Moi aussi en vrai, entre Oliver, Hir et Jin Kungzu, si un petit peu quand même. On voit pas Jean Le Cam, mais Arnaud Boissière qui est arrivé en Guadeloupe. Guadeloupe ou Martinique, je sais plus. Et voilà, Oliver Hir qui termine devant Jin Kungzu. Ça c'est... bon, arrivé au ralenti, mais pas de grosses options sur la fin. Et maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les trois derniers. Manu Cousin à ce moment-là qui prend une bonne option. Qui prend une belle option. C'était bien placé. Et qui du coup, en étant à l'est, était mieux placé que les deux de derrière. Et qui du coup a pu s'échapper. Et voilà. Les Manu Cousin qui chopent du coup les dépressions. Qui chope une première dépression mais qui s'échappe. Et la deuxième. Et cette fois-ci c'est la bonne. Par contre derrière c'est... on retrouve du coup Fabrice Amedo et malheureusement Denis qui a plein d'avaries, qui pète son vérin de... qui pète son... ce qui permet de faire basculer la quille, donc oui le vérin de quille. La quille qui se balade un petit peu, qui pète son loop de grand, donc lui il a pas de hook mais il a un loop. Et donc du coup ça casse, donc il se retrouve avec la grand voile sur le pont. Donc il va finir avec... il arrive à la remettre mais avec 3 riz. Ce qui fait qu'en fait il est arrivé hors délai. Mais pour moi il y a 33 finishers sur ce Vendée Globe. Voilà, je le dis. Pour moi ils sont 33 à avoir fini le Vendée Globe. Et voilà. Et pour moi la règle du temps limite, faut qu'elle soit réaménagée. Faut pas mettre un temps aussi bas, enfin c'est ridicule. Un temps aussi bas c'est ridicule. Mais on en reparlera dans la vidéo. Alors soit dans 15 jours, soit dans 4 semaines. Peut-être dans 15 jours. Je vous dis dans 15 jours ce serait la vidéo. Alors que là on a l'arrivée de Manuel Cousin. Je vous ai dit que dans 15 jours ce serait la vidéo sur sur mon expérience sur place et sur les arrivées. Mais non, ce sera peut-être la vidéo sur l'analyse côté organisation plutôt. Et après du coup dans 4 semaines ça sera la dernière vidéo Vendée Globe. On parlera de... on verra les arrivées. Comment j'ai vécu les arrivées. Voilà. Et donc voilà. Denis qui termine alors qu'il marquait DNF. Ça c'est... voilà. Je vais pas dire plus. Mais voilà du coup. Comment s'est joué ce Vendée Globe. On a vu les différents points. Donc premier point c'était ici. Deuxième point ici. Troisième point ici. Et quatrième point surtout ici. Quatrième point ici et cinquième point ici. Là où Charlie a réussi à s'échapper. A réussi à passer devant. Et ensuite s'est échappé par ici pour terminer en tête. Et après on a quand même vu les quelques points où se sont jouées les places, le reste des places. Et notamment le classement à dérive. Le classement officiel à dérive. Donc voilà comment s'est joué ce Vendée Globe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on n'hésite pas à faire briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et je remercie encore tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne et qui sont déjà abonnés à cette chaîne. Ça m'aide énormément, vous êtes les meilleurs. Et si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater des prochaines vidéos.
Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes. Ou pour un live sur Twitch et YouTube, sur ma chaîne principale pour YouTube. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.